Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins. Et ce matin, nous accueillons Pierre Lursa, écrivain, juriste, essayiste, spécialiste des questions sionistes et israéliennes. Il est avec nous en direct. Bonjour Pierre. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Intéressant d'avoir votre regard sur la situation actuelle, la situation sécuritaire avec ce nouveau front qui s'est ouvert pour Israël, la Syrie. Israël qui a frappé très fort les cibles, en tout cas les anciens sites du régime syrien déchu de Bachar el-Assad, 480 au total. Alors avant d'évoquer tout ce qui se passe sur la scène politique intérieure en Israël, je voulais justement avoir votre regard. Est-ce qu'on peut se réjouir de cette chute de Bachar el-Assad? On a entendu Benyamin Netanyahou dire qu'il voulait entretenir de bonnes relations avec les futures autorités syriennes. Oui, je crois qu'Israël a remporté hier une victoire militaire qu'on peut comparer à celle du 5 juin 1967. L'opération Flèche du Bashan ressemble un petit peu à l'opération Moquette de 1967, c'est-à-dire une attaque préventive comme ça, menée sans coup férir et avec le ciel dominé entièrement par l'aviation israélienne. C'était un grand jour aussi, un jour historique pour Israël. Et je crois que effectivement l'ennemi syrien, qui était un des ennemis principaux d'Israël depuis plusieurs décennies, vient de s'écrouler comme un château de cartes. Et on a entendu hier aussi le Premier ministre israélien dire le plateau du Golan appartiendra toujours à Israël. C'est important que le Premier ministre israélien fasse cette mise au point? Oui, on frémit en imaginant ce qui serait passé si on avait cédé le plateau du Golan au régime d'Assad, comme il en était question à l'époque d'Ehud Barak, par exemple. Heureusement qu'Israël a conservé le plateau du Golan, qui est évidemment une position stratégique depuis laquelle avait été bombardé le nord d'Israël avant la guerre de 6 jours. Et voilà, cette époque lointaine revient. On a l'impression de revivre un petit peu. Moi, depuis le début de la guerre, on a l'impression que c'est un remake de la guerre d'indépendance. Et là, on a vécu comme une espèce de mini remake de la guerre des 6 jours. Et d'ailleurs, le Premier ministre Netanyahou lui-même a évoqué ses souvenirs de quand il était soldat sur le plateau du Golan. Il les a évoqués avant-hier, juste avant l'attaque prodigieuse qui a anéanti l'armée syrienne en 24 heures. Ouais. Mais ce qui est intéressant justement, c'est qu'on voit que cette puissance de feu israélienne finalement, puisque finalement le grand gagnant de cette chute de Bachar el-Assad, c'est Israël et le grand perdant c'est l'Iran. Ce qu'on voit, c'est que c'est assez dissuasif finalement, parce que le Hamas, on a l'impression, commence là à baisser les armes en proposant, en faisant plus de compromis en tout cas. Ça fait partie de la stratégie israélienne justement pour laquelle vous plaidez depuis longtemps, Pierre. La stratégie israélienne, oui, je suis pas un stratège, mais ce qui est frappant, c'est de voir que quand Israël quand Tsahal reprend l'offensive, eh bien tout d'un coup le fameux axe que Téhéran avait mis en place pendant des décennies, eh bien il s'écroule comme des dominos l'un après l'autre, et finalement aujourd'hui Téhéran demeure isolé. La Syrie était le principal espace géographique depuis lequel Téhéran menaçait Israël. Le sud Liban évidemment aussi. Le Hezbollah est détruit à 80%, le Hamas aussi. Le régime syrien vient de s'effondrer. Il reste quoi, les Houthis? Ouais. J'imagine que les dirigeants iraniens doivent aujourd'hui trembler en regardant les images de ce qu'on est en train de vivre et se demander s'ils ne sont pas eux les prochains sur la liste. Et je pense qu'ils le sont vraiment. Alors le reste de l'actualité également, c'est cette première audience hier de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a fustigé des accusations ridicules, notamment qui a mis en cause ses adversaires, les médias. On le rappelle, Benyamin Netanyahou qui est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance. Alors qu'est-ce que vous pensez justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première audience et de ces premières déclarations de Benyamin Netanyahou? Écoutez, comme beaucoup d'Israéliens, comme j'en suis convaincu une grande majorité des Israéliens, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de surréaliste d'abord à voir notre Premier ministre témoigner devant le tribunal alors que nous sommes plongés au milieu d'une guerre existentielle sur 7 fronts. Et on se demande un petit peu dans quel monde vivent les juges qui ont rejeté les demandes de report de ce témoignage. Et d'ailleurs, Netanyahou lui-même qui a quand même expliqué qu'il attendait ce jour depuis 8 ans, depuis le début de la procédure. Donc il est content de pouvoir enfin donner sa version, alors que la plupart des médias israéliens lui sont hostiles d'une manière qui est tout à fait éhontée. Eh bien,
je pense que c'était pas le moment, mais il y a quelque chose de surréaliste. On a l'impression qu'il y a deux mondes parallèles. Il y a un monde dans lequel Israël affronte ses ennemis sur cette front, comme j'ai dit, et remporte des victoires prodigieuses. Et puis il y a le monde dans lequel vivent les juges, le procureur de l'État en Israël, qui sont obsédés par une seule chose, c'est essayer de faire tomber le gouvernement au moyen de ses procès, au moyen des autres procédures qui sont en train de diligenter contre des proches de Netanyahou, l'affaire Feldstein, etc. Et il y a un décalage qui est tout à fait incroyable. Et ceci dit, je pense que Netanyahou s'est exprimé de manière tout à fait brillante et qu'il est en train de démonter un par un, il a l'intention de démonter un par un les chefs d'accusation. Mais malgré tout, il y a quelque chose de tout à fait surréaliste de se dire que c'est comme imaginer un petit peu Churchill porté devant les tribunaux parce qu'il avait reçu des cigares, les fameux cigares que Churchill aimait beaucoup, contrairement à Netanyahou d'ailleurs qui n'en fume presque pas jamais. Et bien imaginez Churchill traîner devant les tribunaux en juin 40 pendant le Blitz à Londres. Voilà, c'est un petit peu ce genre d'événement qu'on vient de vivre en Israël. Alors justement, vous faites référence à l'affaire Eli Feldstein, la Cour suprême qui a ordonné l'assignation à résidence de cet homme accusé de fuite de documents classifiés tout en maintenant en détention un réserviste de Tsahal soupçonné de complicité. Feldstein qui aurait cherché à influencer l'opinion publique en faveur du Premier ministre. Vous avez écrit un article à propos, Pierre Lursa, sur votre site, Kafka et Orwell au pays des Hébreux. Pour vous, c'est un procès kafkaïen ce qui se passe en Israël. Absolument. Comme beaucoup d'observateurs, je constate que dans l'affaire Feldstein et dans celle des autres soldats qui ont été arrêtés, voilà, déjà près d'un mois, eh bien, tous les droits de la défense sont bafoués. On les place dans des cachots, on leur interdit de rencontrer des avocats, on les soumet à des pressions psychologiques très difficiles. Tout ça dans le but d'extorquer des aveux. Je ne sais pas si en France on peut, comme ça, si ça serait légal en France ou dans un autre pays démocratique, d'extorquer des aveux par la pression. En fait, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui avec les méthodes de pression psychologique et physique d'ailleurs du Shin Bet, qui en général sont réservées aux terroristes anti-israéliens, et dans le cas des terroristes, je pense que c'est justifié. Mais dans le cas de soldats qui sont des modèles de patriotisme et de dévouement à leur pays, qui pour la plupart ont fait des 200 jours de réserve depuis le 7 octobre, eh bien on se demande qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. Il y a quelque chose de pourri dans la justice israélienne. De plus en plus de gens s'en aperçoivent. Et j'espère qu'on est à la veille d'un tournant, que finalement on va enfin changer quelque chose dans le système de justice qui est devenu une justice politique, comme beaucoup de gens s'en aperçoivent aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure à propos du procès Netanyahou, mais c'est encore plus flagrant dans l'affaire Feldstein. La justice israélienne poursuit un objectif politique, la procureure de l'État poursuit un objectif politique, et malheureusement, rien ne vient l'entraver, ni les médias qui sont largement acquis au camp anti-Bibi, ni la Cour suprême qui ne joue pas son rôle parce que le Shin Bet arrive à faire imposer son point de vue sans presque aucune réserve par la Cour suprême. Et c'est assez effarant. On se demande, beaucoup de gens en Israël se demandent si on vit encore dans une démocratie. Eh bien, merci beaucoup Pierre Lursa. Merci pour ce regard sur l'actualité. Merci d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes vos analyses politiques et géopolitiques sur votre site vue-de-jérusalem.overblog.com. Et puis, je le rappelle, vous écrivez très régulièrement des livres sur l'histoire du sionisme, votre bibliothèque sioniste. Très rapidement, Pierre Lursa, est-ce qu'un prochain ouvrage est en préparation, en sortie peut-être, qui va sortir bientôt? Non, mais le dernier livre que je viens de faire paraître, sur David Ben Gurion, et retrouve une actualité avec tout ce qu'on vit en Israël. Et peut-être je citerai juste un mot de David Ben Gurion qui disait si vous ne croyez pas au miracle, vous n'êtes pas réaliste. Et j'y ai repensé hier en voyant l'actualité, la victoire prodigieuse en Syrie. Effectivement, en Israël, on est obligé de croire au miracle. Eh bien, merci beaucoup Pierre Lursa. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci. À bientôt, Ilana.